Donc, bonjour à tous. Donc, merci déjà d'être présent. Et effectivement, comme le dit Laurent, je vais vous présenter un petit peu la question de la résilience et l'adaptation au changement climatique sur le territoire. Donc, auparavant Flandre-Dunkerque, maintenant Axe Nord, donc Flandre, en partant des débuts de l'agent jusqu'à aujourd'hui, puis en se projetant donc, sur le futur un petit peu, donc quelles seront donc, les prochaines missions de l'AGUR. Donc, alors, je suis un petit peu pas impressionné, mais bon, j'ai mon ancien chef qui est là, Francis Nave, donc, qui est à l'origine aussi de tous les travaux que je vais présenter donc, depuis 50 ans, même si quand ça paye, il n'a pas forcément fait toute sa carrière ici, enfin, je ne sais pas trop. 36 ans seulement, donc voilà. Donc, j'espère ne pas dire trop de bêtises. En tout cas, il sera là pour rattraper un petit peu donc, ce que je vais dire si je suis à côté de la plaque. Donc déjà, je vais partir du document qui a été fondateur de pas mal de politiques sur le territoire, qui était donc le schéma directeur de 1974. Donc à l'époque, on était vraiment sur une question de développement, cadre de vie et de loisirs. On n'était vraiment pas sur des questions environnementales. Et en reparcourant un petit peu donc, les dossiers, et notamment la carte du SDO, puisque ça s'appelait le SDO à l'époque, j'étais marqué par cette phrase qui mettait comme objectif ce qu'il reste des plages et des dunes, source de richesse naturelle pour le tourisme et les loisirs, sera protégé. Donc on voyait bien qu'il y a toute une partie du territoire où il y a eu un développement portuaire, industriel et urbain fort qui a été programmé, qui s'est fait vraiment à l'encontre de tout ce qui était biodiversité, puisque on a construit la sidérurgie sur la mer. Donc ce SDO, c'était un projet de développement qui a été réalisé dans un contexte social et économique qui était euphorique. Donc à l'époque, on pensait qu'il y aurait un développement de l'agglomération qui serait hyper important. Donc on prévoyait 500 000 habitants sur le territoire du SDO à l'époque, en 2000. Donc on a eu juste la moitié, puisque juste après est arrivée la question du choc pétrolier. Donc, sur tout ce qui était question environnementale, donc les dunes de l'est du territoire, qui sont situées juste ici, étaient protégées, mais plutôt pour un aspect, on va dire, tourisme et loisirs. Et pour compenser la perte de tous les espaces dunaires dû au développement portuaire, a été décidé un vaste programme de plantation de boisement pour vraiment compenser la perte de ces espaces naturels où les gens allaient se balader. Et donc notamment le bois des Forts, qui est situé juste ici, entre Dunkerque et Berne, a été programmé et a été planté. Et donc tout ce schéma qui a été initié en 1974, c'est la base aujourd'hui de notre trame verte et bleue. Et sachant qu'il n'y avait aucune prise en compte à l'époque du risque inondation, puisque ce n'était pas un sujet qui était d'actualité. Point aussi important, lié aussi au développement du territoire, était déjà identifié dans les années 70, peut-être un problème de ressources en eau, puisque le territoire sur lequel nous vivons n'a pas ses propres ressources en eau. L'eau potable provient de l'eau d'Aumarois, et l'eau de surface, elle est puisée notamment dans l'A pour alimenter aujourd'hui le réseau d'eau industrielle. Et donc, dans le cadre du SDO, étaient programmées plusieurs réserves, notamment juste ici, le point bleu, qui était un projet de créer un lac de Bellevue, pour alimenter en eau potable ou en eau industrielle le secteur du Dunkerquois. Donc déjà dans les années 70, c'était des choses qui étaient identifiées. Je peux passer un moment. En parallèle de ce SDO, il y a eu un vaste programme de drainage et d'implantation de stations de pompage qui a été lancé. Alors, il y a beaucoup de gens sur le territoire qui pensent qu'il y a toujours eu des stations de pompage, qu'il y a toujours eu des moulins à vent pour assécher le territoire, mais c'est complètement faux. C'était uniquement sur les moires où il y a eu des moulins qui actionnaient des vis Archimède pour assécher ce territoire. Mais sinon, auparavant, l'écoulement des eaux se faisait d'une manière gravitaire, c'est-à-dire d'une manière naturelle. Donc on vit sur un pôle vert, je vous rappelle, des terres qui ont été gagnées sur la mer, on garde les pieds au sec grâce au système des wateringues.
Et ce système des wateringues a connu une dernière mutation vraiment dans les années 70 avec la mécanisation, l'industrialisation de l'assèchement. Donc, je rappelle, sur le territoire des wateringues, donc, un territoire situé sous le niveau de la mer, on a donc des portes à la mer, donc au niveau des différents exutoires, que sont Calais, Gravelines et Dunkerque. Quand on est à marée haute, les portes sont fermées pour empêcher l'eau de pénétrer donc, dans les terres. Pendant ce temps-là, les canaux vont se remplir et à marée basse, on va ouvrir les portes à la mer pour évacuer donc, les eaux du polder. Et donc, ça marchait comme ça donc, jusque donc, les années donc, 60. Mais après-guerre, donc, il s'est passé donc, un phénomène qui est celui donc, de la mécanisation de l'agriculture. Donc, et cette mécanisation, donc, l'arrivée donc, de tracteurs, donc, d'engins donc, lourds, ont causé donc, pas mal de dégâts donc, sur les terres. Puisqu'auparavant, donc, tout était donc, cultivé, donc, comme le montre la photo donc, à droite, avec des chevaux donc, qui tiraient donc, des charrues. Et autant les terres humides donc, de notre territoire donc, pouvaient supporter donc, le pas du cheval, autant les tracteurs. Donc, ça a amené donc, à compacter donc, les sols et à faire chuter les rendements et aussi à provoquer donc, des inondations. Et donc a été décidé dans les années 70 donc, un vaste programme donc, d'assèchement et de drainage donc, de tout le territoire pour permettre vraiment donc, une intensification donc, de l'agriculture. Et donc, une centaine de stations de pompage, donc de type de celles que vous avez donc, en illustration, donc des vis d'Archimède, ont été implantées. Donc, le territoire a été drainé et les stations de pompage ont été implantées pour s'affranchir notamment donc, des niveaux des canaux. Et donc, ça a vraiment permis donc, un boom de l'agriculture donc, sur le territoire. C'est Laurent. Et donc la suite, donc, ça a été donc, le schéma directeur de 90. Donc schéma directeur, donc, sachant que le schéma précédent donc, a été vite mis en révision, puisque suite au choc pétrolier, donc, on s'est aperçu qu'on était quand même sur des ambitions qui étaient démesurées. Et donc le schéma donc, de 90 a revu les ambitions du territoire à la baisse, mais toujours donc, peu de prise en compte donc, des problématiques environnementales sur le territoire. Ce n'était pas encore des choses qui étaient forcément abordé comme on le fait aujourd'hui. Il y avait quand même eu donc, la volonté de conforter l'ensemble des boisements, des parcs publics du territoire, notamment donc, on voit au niveau donc, du bois d'effort, il y avait encore des endroits qu'il fallait planter. Il y avait aussi donc, le croissant vert donc, qui permettait de liaisonner donc, Bergue jusqu'à la frontière belge. Donc tout ça, toujours dans une vocation donc, touristique et de donner des espaces de respiration en compensation donc, de la perte des espaces dunaires liés au développement portuaire. Également, donc, vous le voyez sur le schéma, donc, ce que vous avez ici, c'est toutes les ceintures boisées donc, qui étaient constituées autour donc, des villes qui étaient proches donc, du port. Donc, dans l'optique, là, vraiment, donc, de cacher donc, les industries, de vraiment créer donc, un espace tampon. À l'époque, le projet du lac de Bellevue n'avait pas encore été mis en œuvre. Donc aujourd'hui, il n'est toujours pas mis en œuvre, mais il était encore inscrit, donc, comme vous le voyez ici, donc, en bleu. Donc il était toujours inscrit donc, au niveau donc, de ce schéma directeur. Et là encore, donc, à l'époque, la question du risque inondation n'était pas encore traitée. Alors, on regarde l'évolution du territoire depuis les années 70 donc, jusqu'aux années donc, 2000. On a constaté que le système donc, de gestion des eaux, donc des wateringues, avait atteint donc, ses limites. Et de nombreux facteurs ont contribué donc, à aggraver donc, ces problèmes d'écoulement des eaux donc, qui devenaient donc, récurrents. Notamment l'extension des zones urbanisées en milieu rural et en milieu urbain, l'érosion, les phénomènes d'envasement du réseau hydraulique, donc l'évolution des pratiques culturelles, l'assèchement des zones humides, disparition des prairies, des tassement des sols et des apports d'eau qui provenaient notamment donc, de la Lys et de la Flandre. Et vraiment, donc, les deux illustrations là, que vous avez donc, à l'écran montrent bien vraiment donc, ces évolutions. Donc là, vous avez une photo aérienne donc, qui a été prise donc, dans les années 60. Donc, on est sur la commune de Bierne. Ici, vous avez Bergue et ici, vous avez donc, le faubourg de Cassel. Et là, vous avez donc, la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et vous voyez bien qu'un système de gestion hydraulique, donc les wateringues, qui a été créé
à l'origine donc, pour une vocation agricole. Donc, on a donc asséché les terres pour les mettre en culture historiquement, ont dû supporter donc, de plus en plus donc, de nouveaux usages donc, qui ont impacté fortement donc, l'écoulement donc, des eaux. Ce qu'on voit bien ici sur Bierne, donc donc, un gros développement, donc de l'imperméabilisation, donc beaucoup d'eau, donc de ruissellement aussi, donc, qui était à évacuer donc, au niveau du réseau hydraulique, le développement aussi donc, de pas mal de zones d'activité, la disparition donc, des prairies, du territoire, mais aussi dû donc, à comment s'appelle, un changement donc, de pratiques agricoles qui était voulu aussi donc, par l'Europe et par la France. Il fallait nourrir donc, la population, donc il fallait aussi intensifier donc, les pratiques. Et donc on voit bien donc, sur ces deux photos donc, que le système des Watra donc, aujourd'hui n'est plus adapté donc, aux usages donc, actuels. Et là également, alors je ne sais pas, il y a la tête qui vient peut-être devant, vous avez donc aussi donc, sur le milieu donc, littoral donc, les mêmes choses qui sont produites, sauf que là donc, on a aussi donc, le développement portuaire et de l'industrie qui s'est fait sur la mer. Donc là, vous voyez aussi la photo donc, des années 60. Vous voyez donc le trait de côte qui était vraiment naturel à l'époque. Et vous avez ici donc, le développement donc, du port donc, ouest dans les années 70, les créations aussi donc, des industries, d'infrastructures, etc., donc, qui ont aussi lourdement impacté donc, la gestion de l'eau sur le territoire. Il a fallu attendre donc, on va dire 2007 donc, pour qu'il y ait une véritable intégration de la dimension environnementale dans les réflexions. Alors, je dis 2007 parce que c'était la date de l'approbation, mais les réflexions ont vraiment débuté dans les années 2000. Et en 2007, il y a eu donc, dans le PADD, donc le projet d'aménagement et développement durable, donc on commence à parler donc, enfin de développement durable dans les documents de planification, le grand objectif numéro 4, qui était d'accentuer les efforts de préservation des ressources naturelles et de lutte contre les risques, enfin les nuisances et les risques. Donc là, vraiment, donc, on avait pris à bras le corps donc, le problème, avec différents objectifs qui étaient affichés donc, dans le SCOT en 2007, préserver ou restaurer les équilibres naturels et les paysages, enrichir la biodiversité. C'était la première fois qu'on parlait de biodiversité dans des documents de planification, le maintien en bon état de la ressource en eau, la maîtrise des risques en tout genre, qu'ils soient naturels ou technologiques, et la réduction des nuisances, pollution et bruit, pour améliorer la qualité de vie et la santé globale des résidents du territoire. Et donc, dans le cadre de ce document, on a eu enfin donc, des cartes donc, qui ont permis d'identifier donc, les espaces qui étaient à protéger, donc qui ne bénéficiaient d'aucune protection réglementaire donc, jusqu'à 2007 et qui ont permis donc, d'identifier donc, des secteurs où il y avait donc, des problématiques en matière d'inondation, mais également donc, des spots de biodiversité, donc là où des endroits où vraiment donc, la nature donc, pouvait encore se développer. Et donc, à partir du SCOT de 2007, on a pu donc, avancer sur pas mal de problématiques, et notamment donc, le SCOT Flandre-Dunkerque à l'époque. Donc, ça a été un territoire pionnier dans la prise en compte de la biodiversité. Puisqu'à partir donc, de ce schéma que vous avez donc, en bas à gauche, donc, qui est le schéma de la trame verte et bleue, donc, qui était un schéma assez sommaire, qui disait voilà, il faut liaisonner donc, tel réservoir de biodiversité donc, à tel espace donc, pour améliorer donc, la situation de la biodiversité. On s'est posé des réflexions de comment traduire ça concrètement donc, sur le terrain et au niveau des documents donc, de rang inférieur tels que les plans locaux d'urbanisme. Et dans ce cadre-là, donc, on a monté donc, un partenariat donc, avec une association locale qui est le GON, le groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais, la région et l'ADEME pour entamer une réflexion sur notre territoire. C'est quoi la trame verte et bleue? Donc, c'est quoi un réservoir de biodiversité? C'est quoi un corridor écologique? Et comment tout cela donc, est rendu donc, fonctionnel? Et donc, dans le cadre de ce partenariat, donc, on a eu une expertise donc, par des acteurs locaux. Et nous, au niveau de l'agence, on a traduit ça après au niveau des
des documents d'urbanisme. Et donc la carte que vous avez ici, donc en haut au milieu, vous montre donc, l'état des travaux qui ont été menés. Et donc d'une flèche donc, qui était inscrite au niveau donc, du SCOT de 2007, qui disait voilà, il faut liaisonner donc, les espaces de Watt à Berg. On a déterminé que ce n'était pas la colme, la Haute-Colme, qui en gros faisait office de corridor écologique, mais c'était plutôt tout le réseau donc, de Watergan et les prairies, les haies, etc., qui se situaient sur la rive donc au sud, qui étaient vraiment les plus intéressants et qu'il fallait vraiment valoriser. Et tout ça, donc, ça nous a permis ensuite de le traduire dans différents documents de planification, d'utiliser ces travaux donc, pour tous les plus du territoire. Et là, en l'occurrence, vous avez le plus de Broucker qui traduit un petit peu l'état des réflexions que nous avions menées donc, à cette époque, où on voit inscrit donc, des corridors écologiques qui relient donc, tous les réservoirs de biodiversité donc, du territoire. Et donc, c'est Capelbrook, donc, le premier plus donc, en 2009, donc, qui a inscrit donc, une trame verte et bleue donc, au niveau national. Donc, on peut en être fier au niveau de la Gure. Donc, dans les travaux aussi donc, du Grenelle de l'environnement, c'est des travaux qui ont été pris en exemple, qui ont été présentés aussi à Paris. Donc, voilà, donc, c'était vraiment donc, hyper valorisant pour la Gure. Et puis, on avait aussi cette mission donc, de sensibilisation aussi à la question de la biodiversité, puisque voilà, donc, on avait donc, obligation, donc, du point de vue réglementaire, d'aller dans les communes et traduire la question de la biodiversité dans les documents d'urbanisme. Et c'est vrai que quand on débarquait dans les communes pour faire donc, les pluies et qu'on commençait à parler de biodiversité, on avait toujours des sourires qui disaient ben voilà, on va parler des petites fleurs, des petits oiseaux, tout ça. Et donc, il nous fallait donc, quand même des documents de sensibilisation qui expliquaient c'était quoi la biodiversité sur le territoire, c'était quoi l'intérêt de la protéger et de quelle manière donc, le faire. Et dans ce cadre-là, on a sorti une publication donc, en 2015 de mémoire qui s'appelait Agir pour la biodiversité en Flandre-Dunkerque, qui expliquait vraiment donc, les tenants et les aboutissants de la biodiversité sur notre territoire et comment donc, agir pour limiter donc, l'érosion de la nature. Alors, autre point, c'est celui donc, des inondations. Et donc, à la Gure, on a toujours cette volonté de regarder la réalité en face et surtout de proposer donc, des solutions. Et on a eu un travail donc, qui a été initié donc, aussi après l'approbation du SCOT, qui était un projet qui s'appelait Urbanisation dans les Watringues. Alors, pourquoi urbanisation dans les Watringues? Parce qu'au niveau donc, de certains ministères, on se disait, ben voilà, il y a des gens qui habitent sur un polder, qui sont situés sous le niveau de la mer. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont complètement fous. Donc, il faut mettre un arrêt immédiat à l'urbanisation dans ce secteur. Alors vous pensez bien que du point de vue donc, politique et tous les acteurs du territoire n'étaient pas forcément d'accord. Et donc, la Gure donc, a été missionnée pour entamer une réflexion sur comment continuer donc, à vivre et aménager donc, ce territoire donc, de polder. Et donc, on a rencontré les différents acteurs, les gestionnaires d'eau, pour voir un petit peu quelles étaient les pratiques et comment faire un petit peu évoluer les choses. L'un des premiers travaux qu'on a mené, c'est d'établir donc, une corrélation entre la topographie du territoire et les zones d'inondation constatées. Donc, chose qui n'avait jamais été faite étonnamment. Donc, à l'époque, grâce à notre SIG, le système d'information géographique, donc, il y avait la couche donc, de la topographie, la couche des zones d'inondation constatées. Quand on a fait donc, le recollement, on a bien vu que les secteurs qui étaient sensibles, donc vous voyez la carte, c'était les secteurs de pied de coteau. C'était vraiment toujours ces secteurs qui étaient régulièrement donc, inondés, forcément, puisque c'est des secteurs qui étaient en pied de pente, qui reçoivent donc, les eaux de ruissellement, qui arrivent sur des secteurs qui sont plats, et donc, quand on est en rupture de pente, sur des secteurs qui sont en cuvette, éloignés des exutoires à la mer, c'est des territoires qui sont sensibles aux inondations, alors que le reste du territoire est quand même relativement épargné. Donc, il n'y a jamais eu de grandes inondations catastrophiques. Depuis plus de 50 ans, il n'y a jamais eu de grandes inondations sur le territoire. Les derniers gros dégâts, c'était lié à des inondations stratégiques au sortir donc, de la guerre. Pendant la guerre, pardon.
Et donc, à partir de là, donc, il y a eu différentes réflexions qui ont été lancées donc, pour justement donc, réfléchir donc, au devenir de ces territoires. Et la dernière réflexion donc, en date, c'est le plan guide pour l'adaptation des pieds de coteau au changement climatique. Donc, c'est les illustrations que vous avez donc, à droite, puisqu'on avait quand même donc, une pression donc, de pas mal d'institutionnels, notamment l'État, pour dire en gros, bah, ces secteurs-là, donc ils sont inondables, donc on mise sous cloche, on ne fait plus rien. Voilà, c'était quand même pas donc, ce qui était visé. Et donc, tout l'objet de la réflexion, c'était de concerter les acteurs du territoire en leur disant, ben voilà donc, la question de l'inondation sur les pieds de coteau, voilà ce qui nous attend au regard du changement climatique, quelles sont vos idées donc, pour qu'on puisse s'adapter. Donc, et de là, donc, a été lancée cette grande concertation et est sorti donc, un plan guide avec 20 actions, donc 20 actions qui ont émergé des réflexions du territoire. Alors, il y a pas mal de choses donc, qui sont déjà en œuvre, et puis il y avait des solutions qui ont été proposées qui étaient un petit peu plus innovantes. Et donc, ces actions ont été classées en 4 grands chapitres: urbanisme, gestion hydraulique, agriculture et biodiversité. Le but étant de dire que voilà, il n'y a pas un responsable de la situation plus qu'un autre, hein, dire tout le monde donc, est responsable de la situation actuelle, donc chacun donc, a sa part donc, à jouer dans le cadre de l'adaptation. Je ne vais pas rentrer dans le détail donc, du plan guide, vous pouvez le consulter donc, sur le site internet de l'agence. La GUR, ça a aussi été un espace de dialogue pour faire entendre donc, et défendre la parole du territoire. Et là, je prends notamment l'exemple de la question donc, de la submersion marine donc, et des plans de prévention des risques littoraux. Puisque en 2011, l'État nous a sorti donc, un porte connaissant donc, sur la question de la submersion marine qui prenait en compte donc, la question aussi donc, du changement climatique et donc de l'élévation du niveau de la mer de 60 cm donc, en 2100. Et donc, c'est cette carte-là qui nous a été donc, imposée. Donc, inondation, donc, je vous rappelle, donc, rupture de la digue des Alliés, donc, l'eau de mer qui s'engouffre dans le canal exutoire, qui est bloqué au niveau des 4 écluses parce que l'ouvrage de jonction est fermé. Le canal exutoire se remplit et finit par déborder donc, au niveau du stade Tribu et va inonder donc, tout le secteur donc, le long du canal des Furnes. Donc des choses qui historiquement se sont jamais produites. Et donc, vous comprenez bien qu'on n'était pas forcément d'accord avec les cartes qui nous étaient présentées, d'autant qu'il y a eu beaucoup de travaux qui avaient été effectués sur la digue des Alliés. Donc, elle a été réparée, il y a eu tout un réensablement qui a été organisé, etc. Et donc, il y a eu des discussions donc, assez rudes, on va dire, avec l'État. Et au final, donc, l'État donc, nous a écoutés, donc l'ensemble des acteurs du territoire, et a pris en compte donc, à notre demande donc, tous les travaux qui ont été donc, engagés pour protéger donc, notre littoral. Et donc, de cette carte-là donc, initiale, on aboutit donc, aujourd'hui à cette carte réglementaire donc, qui divise par 8 donc, les zones donc, d'aléas. Cette carte, elle nous sert quand même pour dire voilà ce qui peut nous arriver si on n'entretient pas donc, nos digues, si on n'entretient pas le système. Donc, c'est toujours des cartes qu'il faut quand même garder sous le coude pour toujours être vigilant. C'est bon. La GUR aussi, historiquement, donc, accompagne les acteurs du territoire, notamment les gestionnaires d'eau, dans la maîtrise des inondations transfrontalières, notamment dans le cadre du GECT, donc, le groupement européen de coopération territoriale, où on échange donc, sur des problématiques qui sont transfrontalières. Et dans le cadre du groupe eau du GECT, donc, il y a eu donc, des réflexions donc, pour résoudre des problématiques d'inondation dans les bords intérieurs extérieurs. Donc, un périmètre qui est transfrontalier. Dans un premier temps, il a fallu apprendre à se connaître. Donc, il y a eu pas mal de réunions qui ont été organisées donc, dans le cadre de ce qu'on appelle aussi la plateforme transfrontalière donc, auparavant. Et il fallait aussi donc, savoir donc, qui était qui. Et donc, dans ce cadre du GECT, on a créé donc, un annuaire transfrontalier de l'eau pour voir un petit peu qui étaient les acteurs de part et d'autre de la frontière. Et une fois qu'on
qu'on a pu faire connaissance et que la confiance était établie, on a pu parler donc, des choses qui fâchent et notamment donc, de problématiques d'inondation. Et on a abouti donc, dans ce cadre du GECT à un projet qui s'appelle le projet Magetto et qui visait, donc, comme je disais, donc, à limiter les inondations donc, dans les moires intérieures et extérieures. C'est le secteur qui est ici sur la carte. Et la solution qui a été trouvée, ça a été d'inverser le sens d'écoulement d'un canal, donc, qui est le canal de Furnes, qui débute à Dunkerque au niveau des Quatre Écluses et qui est évacué donc, à Newport en passant par Furnes. Canal qui fait l'objet d'une convention internationale donc, qui réglemente son sens d'écoulement. Donc on peut penser que c'est bizarre de réglementer le sens d'écoulement d'un canal puisque ça coule dans le sens de la pente. Sauf que sur le territoire de Paul-l'Air, c'est tellement plat qu'on peut décider donc, du sens d'écoulement donc, de quelques canaux. Et donc, la solution qui a été trouvée, c'est d'inverser le sens d'écoulement, de raccourcir donc, le parcours de l'eau. Et plutôt que l'eau ne s'écoule à Newport, elle s'écoule donc, directement donc, à Dunkerque. Donc là, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que je vois que le temps tourne. Mais il y a pas mal de choses sur notre site internet sur ce projet-là, notamment donc, une vidéo pédagogique qui explique un petit peu le projet. Autre grosse mission donc, par rapport à la résilience et l'adaptation au changement climatique, ça a été l'acculturation du territoire au risque, à l'eau et forcément donc, au changement climatique. Et là, on avait mené un partenariat avec l'institution intercommunale des Watringues pour sensibiliser donc, le grand public à la question donc, des Watringues et la question du risque. Et dans le cadre de ce projet, donc, qui date de 2015, on a donc produit donc, différents supports donc, qui nous servent toujours aujourd'hui quand on travaille avec le grand public, les scolaires, les associations ou la population. On a donc une publication qui s'appelle Les Watringues hier, aujourd'hui et demain, donc, qui explique un petit peu l'historique de la constitution du territoire, comment ça fonctionne aujourd'hui et ce qui nous attend demain au regard du changement climatique. On a un jeu donc, qui a été créé, le jeu des Watringues, qui permet aussi de se mettre à la place d'une petite goutte d'eau. Donc on suit son cheminement donc, pour être évacué donc, à la mer. On a une vidéo pédagogique et on a travaillé pas mal aussi avec les scolaires. Donc c'est les photos que vous avez donc, à droite. On avait des interventions, notamment avec les classes de 5e de certains collèges, pour leur expliquer donc, le fonctionnement du territoire. On allait aussi sur le terrain, leur montrer le fonctionnement des pompes avec les acteurs du territoire et on les faisait travailler sur des petits exposés. Et on a aussi donc, sorti récemment donc, une publication, donc, vous avez ici à gauche, qui s'appelle Agir pour l'eau en Flandre Dunkerque, qui reprend aussi donc, tous les éléments donc, pour bien comprendre donc, la question de l'eau sur notre territoire qui est quand même très, très particulier. Alors et demain donc, la mission, ça va être d'anticiper donc, les effets prévisibles du changement climatique. Puisque le changement climatique est là, donc là c'est factuel. Donc, on a une élévation déjà du niveau de la mer qui a été mesurée, une augmentation des températures, et on a des projections qui nous montrent en gros ce qui va nous arriver. Donc, sachant on parle vraiment d'adaptation aujourd'hui, on ne parle pas d'atténuation de tous les projets qui visent justement à limiter les émissions de gaz à effet de serre. On est bien sur la problématique de l'anticipation et de l'adaptation, puisque même si aujourd'hui on arrêtait donc d'émettre tous les gaz à effet de serre au niveau mondial, il y a une telle inertie dans le système climatique que de toute façon, on sait très bien qu'on va prendre au moins 1,5 degré d'ici 2100, et donc il va falloir quand même s'adapter. Le dernier rapport du GIEC donc, le dit bien. Donc il y a une vraie problématique d'adaptation à l'échelon mondial. Alors, qu'est-ce qui nous attend sur le territoire? Quelles sont les projections? Là, j'ai pris celles donc, qui ont été établies dans le cadre d'un modèle qui s'appelle le modèle Explore, donc, qui est utilisé par l'agence de l'eau Artois-Picardie. Ce qu'il faut retenir, c'est donc une élévation au niveau de la mer de plus 40 cm donc en 2070, donc d'ici 50 ans, sachant qu'en 2100, on nous prévoit officiellement 60 cm, on sait très bien qu'on va aller vers le mètre, donc d'élévation au niveau de la mer. Alors, ce n'est pas tant une problématique par rapport à la question de la submersion marine, puisque effectivement, donc, on prend 1 mètre donc, à marée haute, mais bon, on a des digues qui sont quand même suffisamment bien calibrées
pour y faire face. Le problème, surtout, c'est qu'on prend un mètre à marée basse. Et comme on prend un mètre à marée basse, le temps d'ouverture des portes à la mer pour évacuer nos eaux continentales sera beaucoup plus court. Donc, comme il sera beaucoup plus court, beaucoup moins d'eau continentale qui seront évacuées, beaucoup plus de pompage, donc une facture énergétique qui va être beaucoup plus conséquente. Et donc, il faut vraiment réfléchir à comment on prend en compte cette nouvelle donne. En termes de pluviométrie, donc ce que nous prévoient les modèles, c'est que globalement, en moyenne, sur toute l'année, ça ne va pas beaucoup évoluer. Donc, on aura certes une baisse de moins 5 à moins 10% en moyenne. Par contre, il ne faut pas regarder la moyenne, il faut regarder la saisonnalité. Et on aura donc une pluviométrie beaucoup plus importante donc, en hiver. Donc, elle est déjà de plus 20%, donc c'est ce qui a été constaté donc, en hiver. Donc, plus d'eau à évacuer en hiver, période où on a les inondations, avec au bout donc, des portes à la mer qui seront ouvertes beaucoup moins longtemps. Et donc, pluviométrie plus importante en automne et en hiver, et pluviométrie beaucoup plus faible en été. Donc, des étiages donc, beaucoup plus importants. Et quand on sait que l'industrie du territoire utilise 22 millions de mètres cubes donc, chaque année d'eau de surface pour les process industriels, on voit très bien qu'on risque d'avoir à moyen terme des problématiques par rapport à l'alimentation de notre territoire et du bon fonctionnement de nos activités. Et donc, il y aura des réflexions qui seront forcément à mener. Et l'autre problématique, c'est celle de la remontée du biseau d'eau salée. Donc, alors, le biseau d'eau salée, c'est la frange entre la nappe d'eau douce, donc la nappe des Watrins, qui est affleurante sur notre territoire, et la nappe d'eau salée qui est juste en dessous. Et la nappe d'eau douce, la nappe des Watrins, elle appuie, elle fait pression donc, sur la nappe d'eau salée, et donc elle la maintient bien profonde. Et comme on aura des étiages donc, de plus en plus importants, donc moins d'eau dans le réseau hydraulique, la nappe d'eau salée aura tendance donc, à remonter et on pourra avoir donc, une salinisation des watergans. Donc ça arrive régulièrement. Donc, on constate de la salinité dans certains watergans. Il y a aussi des cultivateurs donc, qui peuvent irriguer donc, à l'eau salée. Donc ça fait crever forcément donc, les cultures. Ça peut arriver. Et donc, on peut aboutir à long terme à une salinisation donc, du sol. Donc, c'est une vraie dimension qui est à prendre en compte. Et donc, l'avenir, ce sera déjà de s'appuyer sur l'étude prospective donc à moyen et long terme sur l'adaptation du système des Watrins. Donc, c'est une étude qui est menée aujourd'hui par l'Institution intercommunale des Watrins, donc qui est portée dans le cadre du PAPI, le Programme d'action de prévention des inondations, et qui a pour vocation justement de regarder la réalité en face, de voir ce qui nous attend et de voir quelles sont les actions à mettre en œuvre pour nous adapter. Donc, quelles sont les stratégies surtout qu'il va falloir développer sur nos territoires. On a 4 facteurs de risque qui sont concernés: les submersions marines, les inondations continentales, les inondations par ruissellement et la raréfaction de la ressource en eau. Et donc, pour synthétiser grossièrement, la réflexion, c'est de se dire que plutôt que de jeter l'eau douce en hiver à la mer, autant la conserver sur le territoire pour pouvoir l'utiliser pour des usages pendant les périodes d'étiage, que ce soit pour l'industrie, pour l'agriculture et surtout aussi pour maintenir les niveaux dans le réseau des Watrins et aussi pour garder de la vie dans ces watergans puisque il y a quand même toute une biodiversité qui est existante et qu'il faut préserver. Donc là, ce sera un gros point. Continuer à développer une culture du risque et à sensibiliser le grand public au changement climatique. Et donc là, ce qu'on fera, c'est qu'on va déployer le projet Pôle d'air itinéraire, qui a déjà été mis en place de Sox à Dunkerque, 6 itinéraires qui permettent de découvrir le fonctionnement hydraulique du territoire sur les coteaux, les pieds de coteaux, les casiers hydrauliques, le littoral, etc. Et c'est une manière un petit peu ludique et assez sympa de découvrir un petit peu la gestion du territoire. Et le projet a bien fonctionné et donc on a une demande de pas mal d'autres territoires de pouvoir le développer, ce projet. Et donc on va développer une dizaine de nouveaux itinéraires prochainement
à l'échelle du delta de l'A, donc pour vraiment appréhender cette question donc, de la gestion hydraulique. On va également donc, travailler donc, à un kit pédagogique. Donc là, on est missionné donc, dans le cadre du PAPI, donc un kit pédagogique qui va s'appeler donc la bouée, donc, que vous avez juste là. C'est cette manette-là, et qui va regrouper donc, l'ensemble donc, des outils pédagogiques qui ont déjà été réalisés dans le cadre de Fluidcom, hein, donc le livre sur les wateringues, etc. Mais on va développer également donc, de nouveaux supports comme un abécédaire des wateringues. Donc un abécédaire, donc c'est A comme AA, P comme polder, D comme dig, etc. Et pour ce faire, on l'a co-construit avec 6 collèges du territoire. C'est-à-dire que on a été donc, dans les écoles, donc c'est notamment Sofiane Demarque et Yann Charlet donc, qui ont mené donc, le projet. Et donc, elles ont présenté donc, la question de la gestion hydraulique sur notre territoire et on a fait réfléchir donc, les élèves donc, à des définitions, à des schémas, etc. Et donc là, sur C comme changement climatique, il y a un élève qui a produit donc, cette terre qui a mal, donc avec de la fumée, un peu de marée noire, un petit peu de tout. Et donc, ça permettra d'illustrer donc, cet abécédaire des wateringues qui sera donc un nouvel outil pédagogique qu'on est en train donc, de développer. Enfin, donc, un gros sujet qui est celui donc, d'enrayer l'érosion de la biodiversité. Alors, j'en ai peu parlé aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet. Donc, cette biodiversité donc, et cette érosion, puisque malgré toutes les politiques qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent de protection, on a toujours donc, une chute de cette biodiversité. Et donc là, il faut vraiment axer les travaux sur la fonctionnalité des écosystèmes, puisque en gros, ça ne sert à rien de protéger une espèce ou un habitat. C'est l'ensemble qu'il faut protéger, c'est tout un réseau, et voir vraiment si ce qu'on protège, ce qu'on met en œuvre, c'est vraiment fonctionnel, est-ce que ça sert vraiment donc, les espèces qui sont visées. Et dans ce cadre-là, donc, on est en train de travailler donc, à un guide donc, de gestion écologique et de renaturation donc, des wateringues qu'on co-construit avec les sections de wateringues qui changent aussi, hein, qui ont bien conscience qu'il y a un souci en matière de biodiversité et qu'il y a des pratiques qui sont à adopter. Donc, ils ont déjà commencé, hein, les wateringues, à adapter certaines de leurs pratiques. Et là, le but de ce guide, c'est de voir donc, jusqu'où donc, on peut aller en matière de gestion écologique. Et là, ce que vous avez à l'écran, c'est des illustrations qui sont issues d'un guide anglais, donc, où on voit que là-bas, donc, ils ont déjà une gestion écologique de leur watergang, puisqu'ils travaillent sur des berges en escalier, sur des pentes douces, sur une végétation qui est conservée à certains endroits, etc. Donc on s'inspire de ça. On a fait un voyage d'études en Angleterre avec notamment Joël Hurst qui est présent pour voir un petit peu donc, comment ça se passait. Et voilà, on n'est pas plus bête que les Anglais, donc on est capable aussi, nous Français, de mettre ça en œuvre sur nos territoires. On a toute une infrastructure qui est déjà existante pour vraiment enrayer cette perte de biodiversité. Il y a vraiment donc, juste une gestion qui est adaptée. Et là, pour le coup, donc, les sections de wateringues sont vraiment prêtes à jouer le jeu. Et dernier point, c'est de travailler aussi sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Comment, donc, en s'appuyant sur la nature, on va pouvoir s'adapter sur les questions d'inondation, d'îlots de chaleur urbains, etc. Donc voilà vraiment très très rapidement donc, c'est un peu l'histoire hein, de ces 50 ans donc, de production, donc d'action de l'agence et ce qui nous attend à l'avenir et ce sur quoi on va travailler prochainement. Merci.